Bonjour, Jérôme Caron, Société Hoffmann Green. Bonjour Jérôme, bienvenue. Merci. Pierre Auclair, l'Equal Motion. Bonjour à tous, Grégory Lecointe, Birka. Ouais, bonjour Grégory. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Gilles d'Atlantivie, Aïbro. Bonjour. Bonjour à tous, Frédéric Boiffin, Euronext. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour à tous, Jean-Michel Couteau, RSM. Ouais, bonjour Michel. Hello à tous, Stan de Gatine, EY. Salut Stan. Salut Philippe. Bonjour à tous, Philippe de Portenport. Bonjour Philippe, bienvenue. Guillaume Birougeon, Caisse d'épargne. Bonjour à tous. Bonjour, Servant Lépine, Excellium. Bonjour. Bonjour à tous, Irmine Rimpeau, Société Générale. Voilà, bonjour, on se donne encore une minute, le temps que nos nombreux participants rentrent en salle. On a 215 inscrits, donc évidemment, il y a un petit peu de logistique. On va démarrer dans une minute. Bonjour à tous. On va démarrer maintenant. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation. Bienvenue pour ce premier petit déjeuner de l'année, à nouveau sous un format numérique. Ce qu'on regrette, mais au moins ça nous permet de traiter des sujets qui nous semblent majeurs dans l'environnement. Non, je voulais scruter la salle parce qu'elle était libre, je pense. Actuel. Non, mais il y a du son, je vais mettre en hauteur, il n'y a pas de son. Adeline, si vous pouvez couper les micros là, de nos participants, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Non, on va couper tous les micros, Philippe, sinon on va couper tous les micros, d'accord? Donc c'est juste vous rappeler, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros et puis de couper également la vidéo. Voilà, donc comme vous le savez, les aides d'urgence qui ont été dispensées aux entreprises en 2020 et qu'on connaît bien et qu'on ne rappellera pas, conduisent pour un certain nombre d'entre elles à un niveau d'endettement qui est de plus en plus difficile à soutenir, en particulier si l'année 2021, il y a quelqu'un qui a encore son micro avec des bruits de papier, là, si on peut couper. Merci. Non, c'est pas fini. On va y arriver. C'est bon, merci. Et donc se pose la problématique, ou va se poser pour beaucoup d'entreprises rapidement, la problématique des fonds propres, surtout à un moment où on clôture les bilans, les activités continuent à être compliquées, et donc ça fait un effet de ciseau difficile. L'ensemble des acteurs du territoire se sont et se mobilisent pour apporter des solutions, en particulier donc sur cette problématique de renforcement de fonds propres. Et il nous a semblé utile de faire un point sur les différents dispositifs existants ou en cours de préparation. On ne prétend pas être exhaustif, et je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives privées qu'il faudra évoquer également rapidement, mais on a décidé de faire une présentation essentiellement sur les dispositifs existants en région. Et donc, on a proposé à un certain nombre d'acteurs que je vais vous présenter d'intervenir sur cette présentation. Donc, tout d'abord, Paul Janto, qui est vice-président, Paul, de la région Pays de Loire, en charge du développement économique. Nicolas Dumont, qui représentera aujourd'hui la Fédération des banques, indépendamment de son rôle, dont je le remercie, président de la commission financement de l'APF. Mathieu Defresne, qui est directeur régional de la BPI. Et puis nous aurons le témoignage de Jean-Paul Monin, président et fondateur d'Alcim, une belle entreprise régionale qui a bénéficié des outils régionaux.
Bon, vous pourrez bien sûr poser vos questions via le chat. Nous y répondrons plutôt en fin de réunion, en la prolongeant de quelques dizaines de minutes pour ceux qui le souhaitent et qui sont disponibles. Merci également de couper vos micros, éventuellement vos caméras si les flux sont un peu justes. Et pour, comment dirais-je, respecter la tradition, je vais commencer par passer la parole à Siba Kabesh, directrice de la Banque de France, pour nous faire un point de conjoncture. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à tous pour ce point qui est très important dans le contexte actuel. Je partage avec vous aujourd'hui les résultats de notre enquête qu'on a publiée au mois de janvier. C'est une enquête qu'on réalise auprès des chefs d'entreprise. Donc, et je me concentrerai uniquement sur la conjoncture régionale, bien évidemment. Ce qu'on peut dire en introduction, avant de parler de la production industrielle, c'est que l'économie régionale, au cours de ces derniers mois, a fait preuve d'une certaine résilience, et vous allez le voir dans les graphiques. En décembre, hors secteur touché par les restrictions administratives, dans le contexte de crise qu'on connaît, l'activité a globalement progressé dans tous les secteurs, sauf, vous verrez, l'ETP qui a vu son activité un peu reculer. Mais ce qui est important, c'est de noter la résilience de notre économie régionale, et je vais vous l'illustrer dans les 3-4 diapos qui vont suivre. D'abord, la production industrielle régionale, comme je l'écris, elle se redresse. En décembre, l'activité a continué à progresser. Vous connaissez ces graphiques, vous avez la France à gauche et les Pays de la Loire à droite. Quand on est au-dessus du zéro, c'est que ça progresse. Quand on est en dessous, c'est que ça va moins bien. Et vous voyez que dans l'industrie, au dernier mois, l'activité a progressé alors que les chefs d'entreprise s'attendaient à des baisses d'activité. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous les secteurs affichent des hausses, à l'exception malheureusement du textile et de l'habillement, avec de fortes progressions dans les fabrications de denrées alimentaires, dans les équipements électriques, dans les autres machines. C'est notable, avec un maintien des taux d'utilisation des capacités de production qui restent en dessous de la moyenne de long terme, mais ça reste une bonne tendance. Qu'est-ce que nous disent les chefs d'entreprise? Vous voyez en tout petit sur le graphe qui est à droite de votre écran, ils s'attendent à ce que l'activité elle se stabilise au mois de janvier, parce qu'ils sont très prudents dans le contexte actuel pandémique, même avec l'arrivée du vaccin, ils sont très prudents. Donc, on voit que la tendance est quand même haussière, mais ils s'attendent à une certaine stabilité. On est en train de mener l'enquête du mois de janvier. On verra si effectivement ça se confirme. Si on regarde du côté, alors une bonne nouvelle, alors c'est pour ça que c'est la slide suivante. Si on regarde du côté, alors ça met un temps à se charger, voilà. Une information qui est positive, et ce qui fait dire que les choses sont relativement bien orientées, c'est les carnets de commandes. Vous voyez la France à gauche, la courbe des carnets de commandes est en rouge, et donc en France, pour la France, la courbe est en dessous du zéro, et pour les Pays de la Loire, vous voyez que depuis quelques mois, elle se redresse, les carnets de commandes se regarnissent, et ils viennent de passer, ils sont proches de zéro, voire un peu au-dessus de zéro, donc ils sont à des niveaux jugés normaux, d'après les chefs d'entreprise, mais bien sûr, inférieurs à leur moyenne de long terme et à leur niveau d'avant-crise. Vous voyez, ils tangentaient au-dessus de 20. Donc, plutôt un bon signe si on doit rechercher des signes de réconfort et des signes positifs dans cette crise. Si on regarde du côté des services marchands, les services marchands, vous savez, ce sont ceux qui sont le plus à même d'être frappés par les mesures restrictives. Ce qu'on observe, et vous voyez, c'est un léger redressement de l'activité au mois de décembre, alors que les chefs d'entreprise nous avaient dit que ça baisserait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à une baisse, l'activité se redresse. Alors il faut quand même noter qu'elle se redresse, et elle se redresse mieux pour les services aux entreprises qu'aux services à la personne, avec bien évidemment un bémol pour la restauration et un bémol encore plus marqué, enfin plutôt plus marqué pour la restauration que l'hôtellerie, qui eux sont toujours en retrait par rapport à leur moyenne de long terme, du fait effectivement des mesures qui les concernent. Donc des services marchands qui voient l'activité plutôt se stabiliser. Et ce que nous disent les chefs d'entreprise, même si c'est extrêmement compliqué de faire des prévisions, ils nous disent que vraiment l'incertitude
sur l'évolution de la situation sanitaire leur rend difficile l'exercice de prévision, nous disent que pour l'ensemble, s'attendre à une stabilité ou à une stabilisation de la courbe. Donc voilà, et l'activité hôtellerie-restauration restera toujours pénalisée tant qu'effectivement nous ne sortirons pas complètement de cette situation sanitaire. Une bonne nouvelle, si on regarde du côté du bâtiment, on avait eu quelques inquiétudes et puis comme vous pouvez le voir, depuis plusieurs mois, l'activité est bien au-dessus du zéro, elle est très bien orientée, elle progresse et même si vous voyez le petit bâton violet, là, les chefs d'entreprise nous disent que pour le mois de janvier, l'activité restera encore à bon niveau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, le bâtiment tire l'activité et donc on s'attend à cette légère progression au mois même plus que légère, au mois de janvier. Si on regarde du côté du bâtiment cette fois, puisque c'est le sujet qui peut effectivement nous amener à mettre un petit bémol, c'est la slide suivante. Comme vous pouvez le voir, ça s'exprime en trimestre et vous voyez que le dernier bâtonnet rose sur le graphique de droite pour les Pays de la Loire, nous avons enregistré le bâtiment, les travaux publics ont enregistré une baisse d'activité au quatrième trimestre, plus marquée qu'au niveau national. Et ça, effectivement, nous nous y attendons. Les chefs d'entreprise nous l'avaient annoncé. Ils sont, tout en restant raisonnablement pessimistes ou dans ce climat incertain, ils s'attendent à une légère augmentation d'activité au premier trimestre. Donc, avec une prudence entre les appels d'offres publics, les délais de traitement des offres, etc., et le contexte sanitaire, ce sont des explications qui expliquent la tendance. Donc, il y avait des inquiétudes autour des carnets de commandes. Donc, on espère que très rapidement, ces inquiétudes vont être levées et qu'on ne parlera pas pour les travaux publics de trou d'air comme on l'a connu en 2014. Voilà. Je terminerai mon propos en vous disant que les entreprises des Pays de la Loire, d'une manière générale, au niveau national, elles ont appris à s'adapter à la situation sanitaire, ce qui montre en fait les résultats que nous obtenons, parce qu'elles sont relativement résilientes. On sait que la situation est contrastée par secteur, mais globalement, les entreprises des Pays de la Loire résistent, modulo le secteur dont je parlais. Et c'est pourquoi je disais récemment qu'il ne faut pas nous laisser gagner par le pessimisme. On sait que des mesures sont peut-être encore attendues, mais il est important effectivement de continuer à regarder devant nous. Le vaccin arrive, donc continuons à rester positifs et à maintenir notre économie régionale à flot. On a pu voir dans les diapos que la situation en Pays de la Loire était un peu meilleure que le national. C'est le signe effectivement de ce dynamisme. Voilà, c'est mon message de conclusion. Et puis pour compléter mon propos, je vous invite tous à la matinale de l'économie que nous organisons Banque de France avec la CCI le 10 février à 8h, alors très certainement en webinaire. À l'occasion de cette matinale de l'éco, nous vous présenterons et je vous présenterai le bilan de 2020 sur les grands indicateurs économiques. Nous avons interrogé des milliers d'entreprises et surtout les perspectives 2021 telles que les entreprises les envisagent pour leur secteur. Donc, rendez-vous le 10 février prochain. Merci Hassiba, le rendez-vous est pris. Et donc, je comprends bien une certaine résilience au niveau de la région, mais combiner à la fois le maintien de cette résilience et puis les capacités de développement futures, eh bien, on va voir comment la BPI peut aider nos entreprises du territoire. Mathieu, je te passe la parole. Bonjour, merci Philippe et merci bien sûr à NAPF pour l'organisation de ces petits déjeuners qui sont toujours sur des thématiques opportunes au regard de la situation. Alors, pour ce qui concerne l'accès aux fonds propres, évidemment, je vais aller assez vite, mais c'est un sujet majeur.
dans la vie des entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Alors historiquement, on est dans une logique de développement et de croissance, donc avec ces interventions en fonds propres qui permettent à tous les stades de la vie de l'entreprise eh bien de mener à bien tous ces projets, y compris des sujets d'acquisition, de développement en France à l'international. Ça, c'est le sujet un peu classique. Et effectivement, depuis la crise sanitaire, il y a un accent majeur qui a été mis sur une notion un peu plus défensive de rebond ou de redéploiement, peu importe le terme, pour accompagner les entreprises dans leur capacité à traverser cette épreuve. Alors, l'action de BPI France concernant les fonds propres, elle revêt deux aspects. Le premier, c'est un aspect indirect, puisque BPI France intervient dans des fonds de capital investissement qui eux-mêmes interviennent au capital des PME. Et ça, on ne le fait évidemment pas seul, on le fait aux côtés des régions. Je sais que Paul Janto précisera tout ça tout à l'heure. Et aussi beaucoup avec les banques régionales qui sont quasi systématiquement dans les tours de table. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le second qui concerne des prises de participation directes de BPI France au capital des entreprises. Alors la doctrine, elle est assez simple, hein. On intervient en minoritaire, clairement. On n'a pas vocation à prendre le contrôle. Et surtout, on souhaite que le ou les dirigeants gardent la main dans la gestion quotidienne de leur entreprise et de leur stratégie. Et le deuxième aspect de cette doctrine, c'est la logique de co-investissement. On n'a pas vocation à intervenir seul, mais à travailler en partenariat avec les différents fonds de la place. Ça, c'est important. Alors, chez BPI France, on a des fonds généralistes qui sont répartis par ticket, par taille d'entreprise, depuis la PME jusqu'à la grande entreprise. Alors, j'évacue assez vite tous les sujets des entreprises du CAC dont BPI France est actionnaire, Orange, PSA, etc. Ça n'a pas grand intérêt ce matin. L'important, c'est de faire un focus sur la notion régionale, puisqu'on a en local toute une équipe dédiée à ça, avec une capacité d'intervenir jusqu'à 7 millions d'euros pour notre part dans une prise de décision régionale. Donc, ce qui permet quand même d'avoir une capacité de réactivité et de décision locale importante. Donc, 7 millions d'euros, quand on part du principe qu'on intervient en minoritaire et aux côtés d'autres investisseurs, vous voyez que ça répond quand même dans la grande majorité aux besoins des entreprises ligériennes. On a également, je ne vais pas tous vous les lister, vous les avez sous les yeux, des fonds sectoriels. Donc ça, c'est une deuxième clé de lecture. Quand on considère que l'activité de l'entreprise, la spécificité de l'activité de l'entreprise mérite un regard un peu plus technique ou un peu plus pointu, on a des fonds dédiés en fonction des différentes thématiques. Voilà. Alors ce matin, j'ai souhaité mettre l'accent sur deux dispositifs principaux qui sont d'actualité. Le premier que vous avez sous les yeux, donc le fonds de renforcement des PME qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, lancé mi-2020, dont vous avez beaucoup entendu parler, et dont l'objet est de venir accompagner les entreprises qui étaient globalement saines avant la crise. Vous voyez qu'on demande d'avoir 2 exercices bénéficiaires sur les 4 précédents. On évacue évidemment 2020. Donc, accompagner ces entreprises pour les aider à rebondir post-crise. Alors là, on cible des PME et des petites ETI avec un chiffre d'affaires minimum de 5 millions d'euros. Et l'objectif, c'est de venir leur donner le coup de pouce pour renforcer leur bilan et financer le redéploiement, comme je le disais, voire le besoin en fonds de roulement. Alors, évidemment, on regarde la réalité économique de l'entreprise avant crise. On regarde évidemment les perspectives qu'on peut avoir aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours évident, mais on part du principe que tôt ou tard, les choses vont redémarrer et positivement. Néanmoins, il y a un vrai sujet d'accompagnement et de mesures de renforcement à valider ensemble avec les co-investisseurs et avec
le management de l'entreprise sur les sujets à travailler pour que le rebond se passe bien. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails techniques du dispositif. Je pense que la présentation vous sera transmise à l'issue de cette matinée. Mais on est sur des tickets d'intervention compris entre 500 000 et 5 millions d'euros, ce qui permet quand même d'avoir une surface significative. On est plutôt sur une logique d'OPSA. Alors là non plus, je ne rentre pas spécialement sur la technique, mais ça nous permet d'avoir une certaine simplicité dans la mise en œuvre et un accès au capital via les BSA, dans une maturité, on va dire, de 5 à 7 ans pour les obligations, de 10 ans pour les BSA. Bon, voilà, c'est des ordres d'idées. Évidemment, on se cale sur les besoins de l'entreprise. On a la chance, je pense, en tant que banque publique, d'avoir une visibilité un peu accrue en termes de délai et une capacité à peut-être rester un petit peu plus longtemps. Et le point important, d'une part, sur le plan de la rémunération, c'est qu'on est sur des intérêts annuels, mais majoritairement sur des intérêts in fine. Et aussi, j'en parlais tout à l'heure, on couple cette intervention financière avec un vrai accompagnement au sens conseil du terme. Vous savez sans doute que c'est une activité qu'on a développée depuis quelques années aux côtés des acteurs privés pour venir accompagner la gouvernance de l'entreprise sur leur stratégie et sur leur développement et leur rebond. Ça, c'est le premier sujet que je voulais évoquer avec vous ce matin. Le second, qui concerne plus spécifiquement la filière tourisme, qui, je ne vous l'apprends pas, souffre beaucoup en ce moment. Alors, c'est un sujet national qui a été lancé là aussi dans le cadre du plan de relance BPI France, Banque des Territoires, et sur lequel, j'allais dire, comme de coutume, quand on a des idées de développement au bénéfice des entreprises, la région Pays de la Loire s'est saisie du sujet et a choisi d'investir à nos côtés dans ce fonds pour offrir un effet levier supplémentaire, mais je crois que Paul en parlera également tout à l'heure. Là, on est dans une logique un peu inférieure en termes de taille de ticket. On est là pour accompagner tous les acteurs du tourisme au sens très large du terme, les opérateurs évidemment, d'hôtellerie de plein air, etc., mais également les partenaires de ces opérateurs-là qui travaillent pour la filière du tourisme. Et là, on est dans une logique de quasi-fonds propres, donc d'obligations convertibles, dans une optique de venir répondre assez vite aux besoins dans la mise en œuvre. On essaye au plan juridique de faire très simple, d'avoir des outils un peu packagés. Donc, des obligations convertibles en 3 tranches avec des maturités in fine 6 ans, 7 ans, 8 ans pour étaler la sortie. Ça veut dire que sur la première période de l'investissement, c'est un peu plus confortable pour les exploitants. On est, comme je le disais, sur une cible inférieure en termes de taille, puisque vous voyez qu'on s'adresse à des entreprises dont le chiffre d'affaires est au minimum de 500 000 euros. Donc, on est vraiment capable d'aller sur des plus petits tickets et d'essayer, c'est l'objectif, d'avoir un effet volume pour pouvoir accompagner au mieux ces entreprises dans des logiques de transformation. Enfin, on voit bien que le secteur du tourisme, il est en train de se réinventer. On parle de digitalisation, on parle de transition environnementale, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est des sujets où on considère que, à nouveau, sur les bases d'une situation qui était saine avant la crise, eh bien, on est capable d'opérer un rebond dès que tout réouvrira. Voilà, de façon très synthétique, je ne rentre pas plus dans le détail. Les contacts, vous les avez sur Internet, bpifrance.fr, et vous avez une page spécifique sur Nantes, où vous avez les contacts locaux que vous pouvez contacter évidemment en direct. Et on fera également le relais en fonction des besoins vers nos collègues parisiens qui gèrent des fonds plus spécialisés ou en fonction des tailles de tickets. En tout cas, n'hésitez pas, on est à votre disposition là-dessus, aux côtés des partenaires habituels, investisseurs, régions et partenaires bancaires. Voilà. Merci, merci Mathieu. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions qui te concernaient, donc peut-être que tu peux répondre à tout le monde via le chat dans
dans les minutes qui viennent. Bien évidemment, derrière la BPI, il y a l'ensemble du système bancaire et donc en particulier en région. Et donc, Nicolas, au titre de la Fédération des banques, je te laisse intervenir. Merci Philippe. Alors j'interviens ce matin en représentation, puisque je représente Nicole Gourmelon, qui est la présidente du comité régional de la Fédération bancaire française. Voilà, donc je vais vous parler moi aussi de la partie haut de bilan des entreprises, et donc des financements en fonds propres ou quasi fonds propres. D'abord, je vous propose donc à partir de cette plaque un mini diagnostic qui forcément sera faux puisque nous ne sommes pas sortis de la crise, mais quel constat on peut faire aujourd'hui et pourquoi on parle autant de fonds propres? Premier constat, on a une baisse des rentabilités d'entreprise, c'est évident, et là c'est pas sur les plaques, c'est juste à l'oral pour vous donner un peu le contexte de réflexion. Même si Acibal l'a rappelé, les entreprises du territoire sont très résilientes, on va avoir une baisse de rentabilité, on va constater en même temps une forte augmentation de la taille des bilans par la dette. Je vous rappelle juste au passage que les banques ont injecté, via la garantie de l'État, 100 milliards d'euros de PGE dans les entreprises. Donc forcément, ça va alourdir la dette. On va avoir, et ça c'est clair, une saturation des capacités d'endettement des entreprises pour la même raison. Et puis, malheureusement, nous sommes toujours dans un environnement incertain. Acibal a aussi l'a rappelé. Et donc, la nécessité, c'est qu'il va falloir renforcer les fonds propres des entreprises et dans des proportions inédites, puisqu'on n'a jamais vu une telle dégradation globalement de la partie haut de bilan. Alors, les banques, bien sûr, participent et sont acteurs dans ces différents dispositifs. D'abord, en termes d'intervention, on peut intervenir en direct au travers, alors en fonction des entités bancaires, soit de nos fonds nationaux, soit de nos fonds régionaux ou territoriaux, notamment pour les entités qui sont des banques régionales, avec des succursales ou les banques mutualistes qui interviennent souvent par grande région. Mais en tout cas, nous avons à disposition nos propres fonds pour intervenir auprès de nos clients en haut de bilan. Et puis nous sommes, Mathieu en parlait tout à l'heure, juste avant moi, nous sommes aussi un acteur qui participe fortement à l'abondement dans les différents dispositifs, que ce soit les fonds portés par les collectivités publiques ou les fonds privés. Et puis nous participons également au programme national de France Relance, qui va se décliner. Alors, il y a encore beaucoup de choses qui sont incertaines sur le sujet, mais voilà, il reste beaucoup de choses à caler, mais ça avance au niveau national. Le plan France Relance prévoit environ 20 milliards d'euros d'injection dans l'économie en quasi-fonds propres. Ce sera soit par secteur d'activité, alors Mathieu en a évoqué quelques-uns. Moi, je vous cite l'exemple ici d'un fonds aéronautique qui se dessine, qui sera autour de 1 milliard d'euros à l'initiative de l'État, mais on va trouver des fonds dans beaucoup de secteurs d'activité. Mathieu parlait du tourisme, etc. Et puis ces fonds vont aussi se décliner par taille d'entreprise, soit plutôt orienté ETI, soit plutôt orienté PME ou plutôt orienté TPE. En tout cas, il y a énormément de dispositifs, et là je m'adresse aux dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé d'affaires dans votre banque. Il connaît la plupart des dispositifs, il est en relation avec l'ensemble des dispositifs locaux, territoriaux, nationaux, etc. Et c'est un des bons interlocuteurs pour vous orienter et répondre à votre besoin. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci, merci Nicolas. Je pense qu'effectivement, les choses sont riches. Alors, avant de passer la parole à Paul Janto pour le Conseil régional, je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Paul Monin, donc le président d'Alcim, qui a eu recours, il va nous l'expliquer après avoir présenté son entreprise, à l'un des dispositifs régionaux. Jean-Paul, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité là pour ce témoignage. Alors effectivement, Alcim, on est une entreprise dans le domaine aéronautique et nous, on produit des simulateurs de vol pour la formation professionnelle des pilotes de ligne. Donc on est dans la phase initiale de la formation du pilote. Donc nos clients ne sont pas les compagnies aériennes typiquement, ce sont plutôt les universités ou des écoles privées. Nos machines valent entre 150 000 et 600 000 euros. Voilà. Et dans l'activité de formation, de la formation initiale du pilote, qui dure à peu près 2 ans, un pilote va avoir environ 250 heures de vol. Nous, notre machine intervient à peu près pour 100 heures de vol. Donc,
ça vous donne un peu le contexte dans lequel on travaille. L'entreprise elle-même est née dans un garage il y a 26 ans. Donc, on est issu un peu de la start-up et on a grandi, je dirais, un peu comme une herbe folle, d'une certaine façon, artisan. 26 ans plus tard, effectivement, il s'est passé des choses. Donc, aujourd'hui, on a une soixantaine de salariés, environ 400 machines dans la nature. On est très à l'international, hein, on est présent dans 60 pays par les types de ventes que l'on fait. Et chaque année, on approche régulièrement les 90% de ventes à l'international, avec aujourd'hui des salariés aux États-Unis et notamment un également en Chine. Donc on essaye, voilà, nous, d'ouvrir notre gamme sur toute la, comment dire, dans notre métier, si vous voulez, les réglementations peuvent être différentes d'un continent à l'autre en termes de formation de pilotes. Donc nous, ce que l'on cherche à faire, c'est d'élargir la gamme pour être capable d'aller chercher tous ces pays. Et donc, il y a un investissement régulier. On est dans du high-tech. On a, nous, structurellement, ou presque notre business model, c'est d'investir régulièrement dans la techno ou dans l'ouverture de gamme. Donc, on constate là depuis 5 ans, on est, nous, sur un secteur en croissance. Alors, bon, évidemment, le Covid a stoppé tout ça, mais grosso modo, l'aéronautique est depuis 30 ans sur un trend à 5% de croissance. Et on a surfé là-dessus. Ceci dit, comment dire, en 2018, on est arrivé dans une situation un peu particulière où on était face à une croissance forte. Quand je dis forte, entre 20 et 30%. Et on était dans un cas particulier. On avait une filiale qui était en situation délicate, qui ne plaisait pas à nos banques. On avait, dans le même temps, un projet d'investissement assez lourd sur un nouveau simulateur de l'ordre du million d'euros d'investissement avec laquelle on discutait justement avec la BPI. La BPI, dans notre histoire, a eu... comment dire, a une implication assez forte. On a fait appel à la BPI ces dernières années dans des PIA 3 qui sont des prêts d'innovation. On a eu la BPI aussi à bord sur des aspects de prêts qu'ils appellent FEI, Innovation FEI. Ils nous ont accompagnés sur des assurances export. Bon, on avait donc naturellement, on s'est tourné naturellement sur ce projet vers la BPI et la situation et de nos banques et de la BPI était à peu près la même, c'est-à-dire vous êtes endetté et vous avez un déséquilibre entre le haut et le bas de bilan, donc il faut faire quelque chose. Par ailleurs, on avait, nous, un actionnariat historique qui était les copains et la famille, ce qui fait qu'on a essayé de voir de ce côté-là, mais effectivement, on avait un actionnariat finalement dormant, qui n'étaient pas en capacité d'investir avec nous ou de rassurer voilà, nos partenaires bancaires en haut de bilan. Et j'avais également de mon côté un associé avec qui on a créé l'entreprise ensemble il y a 26 ans, qui n'avait pas forcément la même vision de l'entreprise ou du parcours industriel qu'il fallait faire et était intéressé par la filiale dont je vous parlais. Donc, on était dans ce contexte un peu particulier, un peu délicat, et il a fallu réagir à ça, et on a fait évoluer la situation. J'ai proposé ça à mon associé, d'aller chercher du capital extérieur qui pouvait résoudre plusieurs problèmes, ceux que je viens de citer. Le déséquilibre du bilan, le cash-out éventuel pour mon associé et sortir du périmètre la filiale, nous permettre d'investir avec la BPI. Ton micro, Jean-Paul, tu as coupé ton micro. Est-ce que tu peux le remettre là? Ça fait juste 5-10 secondes qu'on ne t'entend plus. Ah ok, excusez-moi. Oui, donc je disais qu'effectivement, voilà, ça me permettait cet investissement, enfin cet apport de fonds propres, ça permettait de résoudre plusieurs problèmes qui étaient l'investissement sur un nouveau simulateur, le rééquilibrage de notre bilan
et également la possibilité de sortie de mon associé et également la filiale pour sortir du périmètre cette filiale en difficulté. Donc, on s'est tourné on a visité plusieurs fonds, et c'est vrai qu'on a rencontré à ce moment-là Ciparex, qui porte le fonds PLC, Pays de Loire Croissance. On a dû, nous, gérer effectivement nos minoritaires. Ça a été également tout un travail, puisqu'on avait quasiment 25 minoritaires, avec en plus un contexte particulier pour l'un d'entre eux qui était décédé. Donc, on a dû négocier avec les ayants droit. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Une négociation également avec mon actionnaire, mon associé historique pour sa sortie, couper les liens capitalistiques qu'on pouvait avoir avec la filiale. Donc, on a été, nous, dans un contexte qui était complexe, qui a duré quasiment 1 an, pas du fait de Ciparex ou des négociations complexes de leur côté, c'était plus nous qui avions du temps à consacrer justement à remettre en ordre toute cette historique qu'il a fallu faire. Néanmoins, aujourd'hui, on a eu finalement 2 fonds. Alors, je crois que c'est notamment à cause du cash-out, effectivement. Ciparex, avec le fonds PLC, ne pouvait pas soutenir du cash-out. Et donc, on a finalement fait une opération de 2 millions d'euros, 1 million en capital, 1 million en OC, avec un deuxième partenaire qui est donc le fonds Océan Participation, et qui nous a permis de réaliser la partie cash-out et sortie la filiale du périmètre. On est, nous, dans cette situation depuis donc juin 2019. L'arrivée des fonds chez nous, c'est depuis 18 mois. Donc, on n'a pas un recul encore énorme, mais j'en parlerai un peu plus tard sur la façon dont ça se passe. Mais je dirais que pour nous, c'est optimum. Ça nous a permis, on ne le savait pas à l'époque, mais d'être prêts finalement dans cette situation de grosse turbulence Covid. On se sent beaucoup plus sûr de nous dans cette situation, clairement, que si l'opération n'avait pas eu lieu, quoi. Merci, merci Jean-Paul. On reviendra effectivement sur la façon dont on vit avec un fonds. On voit bien que les dispositifs qui existent en région permettent de régler ou de contribuer à régler des situations un peu complexes. Si ce n'est pas du Covid, ça peut être effectivement la difficulté d'une filiale et puis le besoin de développement. Et donc, je vais passer la parole à Paul Janto, vice-président du Conseil régional, qui va nous expliquer les différents dispositifs existants au niveau de la région. Oui, merci Philippe. Et puis, effectivement, la transition est assez simple après Jean-Paul Monin, puisqu'on voit bien que Pays de Loire Croissance a permis de répondre à un besoin qui était difficilement couvert par le capital investissement classique et que cet outil était pertinent. Donc, peut-être projeter, moi je ne le vois pas, voilà, projeter le premier slide. Ce que souhaite la région en termes de financement des entreprises, c'est d'abord qu'il y ait un effet de levier qui permet une mutualisation et qui permet d'augmenter la capacité d'investissement de Pays de la Loire Participation. Et aux entreprises bénéficiant des fonds de la région et des partenaires financiers, donc permettre à ces entreprises d'obtenir des financements complémentaires. Donc ça, c'est l'effet levier. C'est une des clés de la politique d'investissement de la région. Ce qu'on souhaite aussi, c'est une fluidité des capitaux. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un véhicule qui réinvestit ses revenus directement sur le territoire. Et puis, c'est un instrument de place connecté à l'ensemble de l'écosystème. Si on peut revenir sur la slide précédente, je vous remercie. Et donc, l'idée de la région, c'est d'intervenir d'abord sur des segments de marché qui sont moins bien couverts, comme par exemple l'amorçage, ou sur certaines typologies de projets sur lesquels la mobilisation des seuls investisseurs privés peut être un peu compliquée du fait du caractère très risqué. C'est les projets en phase de redéploiement, par exemple. Et puis, ça permet aussi de renforcer les capacités d'intervention sur des projets en croissance
Ça, et sur des petits tickets d'intervention. Donc ça, c'est l'activité de co-investissement. Et puis bien sûr, ce que l'on souhaite aussi, c'est booster certains secteurs très porteurs. Vous avez des petits cycles qui vous parleront, mais c'est l'industrie du futur, la santé, les biotech, les énergies marines renouvelables et tout ce qui se rapporte à la croissance verte ou la croissance bleue. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Pour cela, la région a créé une structure qui s'appelle le Fonds régional Pays de la Loire Participation, qui est un fonds régional d'investissement unique avec 2 parties. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai perdu la slide. Voilà, merci. Donc 2 parties, une partie de co-investissement, voilà, donc, et une partie en intervention indirecte par la souscription dans des fonds aux côtés d'autres actionnaires, les banques, BPI bien sûr, des mutuelles, des assurances, des familiers aussi. Et donc en 2020, nous avons renforcé très largement ces différents fonds puisque nous investissons 25 millions d'euros dans des fonds sous-jacents et nous avons investi 2 500 000 euros dans l'activité de co-investissement. Donc sur les 25 millions de fonds sous-jacents, vous avez à gauche de l'écran, nous investissons 13 millions d'euros dans des fonds qui sont dédiés à l'accompagnement des entreprises fragilisées. Ce sont des entreprises qui, évidemment, étaient saines avant le Covid, mais qui sont fragilisées aujourd'hui par un endettement important pour les raisons que chacun connaît. Et puis, nous avons investi 12 millions d'euros, donc 13 plus 12, ce qui fait bien 25, pour préparer l'avenir en s'appuyant sur de belles PME ou des ETI qui ont des forts projets de développement et qui sont effectivement des locomotives pour le territoire. Je pense évidemment au fonds IOTA Smart Industry qui est tourné vers, vers l'industrie du futur, ou West Venture 4 qui est tourné vers des entreprises en amorçage autour des green tech, deep tech, etc. Donc, si on passe à la 3e slide, vous voyez qu'on a donc, comme je vous le disais, voté 25 millions d'euros cette année, en 2020, pour avoir une offre en fonds propres diversifiés, avec 3 fonds qui sont vraiment dédiés aux entreprises qui pourraient connaître des difficultés. Donc, Pays de la Loire Croissance 2, puisque Jean-Paul Monin a parlé de Pays de la Loire Croissance, mais nous sommes en train de travailler à l'émergence d'un Pays de la Loire Croissance 2. Pays de la Loire Relance, qui est un dispositif assez particulier, puisque c'est un fonds qui serait destiné aux PME de 30 à 50 salariés, des PME plutôt à capitaux familiaux, dont l'endettement est important, et pour lesquels l'implication des banques nécessite de renforcer leur capital, mais c'est un mode d'intervention très différenciant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, puisque les conditions de sortie sont fixées aux conditions d'entrée. Donc, et c'est négocié évidemment avec le dirigeant. Donc, ce qu'il sait, qu'il sait à quel prix la région et Pays de la Loire Relance sortira de son capital au bout de quelques années. Je voudrais préciser une chose qui est particulièrement importante, c'est que dans tous les cas, à travers tous ces fonds, la région des Pays de la Loire est un investisseur patient. Voilà, donc en général, on est à 7 à 8 ans. Un investisseur qui n'a pas vocation à rester au capital des entreprises, certainement pas. On est là temporairement, patiemment. Et la région est aussi un investisseur qui ne souhaite pas tout au moins une rentabilité forte de ses placements. L'idée, c'est bien de soutenir les entreprises, de les aider à surmonter une problématique ou de permettre des investissements, en aucun cas d'aller chercher une rentabilité ou à court terme ou à très moyen terme. Donc je voulais le préciser parce que les choses sont évidentes, mais elles vont mieux parfois en les disant. Donc je disais Pays de la Loire Croissance 2, Pays de la Loire Relance, et le fonds FAST, dont a parlé tout à l'heure Mathieu Defresne, qui est le Fonds pour l'avenir et le soutien du tourisme. C'est un fonds national qui est porté par BPI France
Et donc la région y investit 1 500 000 € cette année. Donc, et puis, on a évidemment l'activité, puis la loi co-investissement, où là, on intervient dans les entreprises, mais toujours avec un autre co-investisseur, qui peut être Business Angel ou un autre fonds qui intervient dans le capital des entreprises. Et je vous le disais, Iota Smart Industry, qui est destiné aux entreprises en forte croissance, avec des projets autour, pour faire très simple, de l'industrie 4.0. Donc, je ne relis pas le mode d'intervention et le montant des tickets, vous l'avez sous les yeux. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Pays de la Loire Participation, c'est évidemment un outil au service des entreprises. Nous avons voulu, pour que ce soit lisible, regrouper tous nos fonds en un seul fonds, un fonds de fonds, donc Pays de la Loire Participation, qui est avec des fonds sous-jacents où la région est soit seule, soit présente avec d'autres financeurs, bien sûr. Et Pays de la Loire Participation, c'est donc aujourd'hui l'interlocuteur privilégié des entreprises qui, Pays de la Loire Participation, peut orienter les entreprises vers les fonds les plus adaptés à la situation et puis orienter aussi vers d'autres investisseurs. Voilà, donc très rapidement ce que je voulais souligner pour la politique d'investissement en fonds propres de la région des Pays de la Loire. Merci, merci Jean-Paul de cette présentation. Alors, je repasserai bien la parole à Jean-Paul Menin d'Alcim pour qu'il nous explique un peu comment on vit avec un fonds qui n'apporte peut-être pas que des capitaux finalement. Oui, alors effectivement, moi je dirais quand même que cette arrivée des fonds a quand même un rôle au-delà de comment on vit avec le fonds. Ça permet de dégager la table des choses qui peuvent gêner dans la relation bancaire. Je trouve qu'il y a eu un avant et un après. Typiquement, le PGE, par exemple, a été une formalité. Nous, on a fait un PGE d'1,5 million, donc c'est quand même pas une petite somme pour une PME. Et ça a facilité grandement, je pense, les discussions avec nos banques. Le projet dont je parlais tout à l'heure d'un simulateur avec un investissement d'1 million pour nous, qui était un gros investissement, a permis de débloquer la situation aussi avec la BPI. Donc voilà, l'arrivée d'un fonds tel que PLC chez nous, voilà, ouvre quand même ces portes-là. C'est un premier effet intéressant. Après, comment on vit avec nos fonds? Voilà, concrètement, pendant la période de confinement du printemps, nous, on a été quasiment toutes les semaines en call avec eux parce que voilà, ils s'inquiétaient évidemment de la situation, ça voulait savoir où on en était. Ça a permis un dialogue régulier. Voilà, donc ils deviennent un petit peu... Enfin bon, c'était une période particulière, mais voilà, c'était devenu un peu des intimes de la situation de l'entreprise, donc ils sont attentifs à ce qui se passe. Après, dans le fonctionnement normal ou quotidien, on se voit à peu près tous les trimestres en comité stratégique, et là, c'est l'occasion voilà, d'échanger, d'expliquer la stratégie, d'expliquer ce qu'on fait. Il y a une partie de reporting qui nous a structuré aussi, puisque il faut être capable d'apporter de l'information formelle, et puis ça verticalise, si vous voulez, une petite PME comme la nôtre. Ça permet de se structurer et sous cette forme de questions-réponses. Ça nous demande voilà, d'encadrer nos stratégies et nos façons de faire. Alors, elles ont également effectivement un carnet d'adresses. Encore une fois, nous, on a 18 mois de recul, donc c'est encore assez faible, avec une partie importante Covid. Ça n'a pas été, pour l'instant, très utilisé de notre côté. C'est plus, pour l'instant, voilà, un œil extérieur sur la situation, des questions qui nous sont posées, donc une obligation un peu ping-pong qui permet de structurer la pensée ou la stratégie. Voilà, c'est un partenaire voilà, qui n'est absolument pas agressif, évidemment. C'est un partenaire avec lequel on peut partager sa vision.
on n'a pas de veto de leur part, il n'y a pas d'obligation, ils sont plutôt là en position consultative. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat sur l'aspect majoritaire ou pas. Dans le cas de PLC, ils ne souhaitent pas justement être majoritaires, ils veulent absolument que le dirigeant soit maître de la situation, donc ils veulent que le dirigeant soit majoritaire, ça fait partie des critères, et donc ça fixe un petit peu aussi l'attitude, si vous voulez. Voilà, ils sont là pour accompagner un projet, accompagner un homme, plus que effectivement de faire du chiffre. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, c'est un peu l'impression que j'ai, même si, bien sûr, voilà, il y a quand même un contrat qui nous lie, avec des conditions de sortie à respecter, etc. Mais je dirais que le quotidien est tout à fait intéressant. Merci, merci Jean-Paul de ce témoignage. Avant qu'on essaye de résumer, de répondre à un certain nombre de questions, Nicolas, au titre de la Fédération des banques, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Oui, Philippe, oui et non, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vois qu'il y a des questions autour des interlocuteurs, etc. C'est vrai que ça peut paraître être une vague nébuleuse, ce monde des fonds propres, mais finalement, vous voyez que tout est croisé, on retrouve des intervenants financiers à peu près dans tous les fonds, donc c'est vrai que ou votre expert comptable, ou votre chargé d'affaires entreprise, ou autre, peuvent tout à fait vous guider dans ce monde et trouver avec vous les bons interlocuteurs. Bon, ben, ça me permet de faire une transition facile. Merci, merci Nicolas. Oui, NAPF, bien évidemment, nous, en tant qu'association, travaillant bénévolement, on est au service de l'ensemble des acteurs du territoire pour faciliter le lien entre le monde de la finance, le monde de l'entreprise, en particulier dans cette période un peu compliquée. On s'est fixé justement, compte tenu de la crise, des priorités. Le renforcement des fonds propres en est une. Je pense qu'il ne faut jamais délier ça des problématiques de gouvernance, parce qu'effectivement, l'intervention d'un fonds, comme le soulignait Jean-Paul Monin, c'est aussi une façon d'avoir un miroir et d'avoir des acteurs bienveillants qui vous accompagnent. N'oublions pas non plus qu'une grande partie des membres des NAPF sont des conseils, que ce soit les experts comptables, que ce soit les avocats, et que dans ces périodes-là, il faut savoir chasser en meute, et qu'ils sont bien évidemment, pour beaucoup d'entreprises, le premier interlocuteur pour, compte tenu de l'analyse et de la situation de l'entreprise, pouvoir les orienter vers les bonnes solutions, parce qu'on a fait un focus sur les dispositifs régionaux, mais on sait qu'il existe bien d'autres dispositifs. Je ne parle pas de la bourse, j'imagine que dans nos participants, on doit avoir quelques acteurs avec un œil attentif à ces solutions. Et Dieu sait si dans l'Ouest actuellement, il y a de belles opérations en bourse qui se font. Et puis à l'autre extrémité, sans parler entre les deux de tous les fonds privés qui existent, à l'autre extrémité, vous avez aussi des business angels, des gens comme Abab ou d'autres qui sont là pour aider des entreprises à démarrer. Et on s'aperçoit qu'une crise comme ça offre beaucoup d'opportunités, justement pour des startups qui découvrent des solutions de rupture. Et donc, là aussi, n'hésitez pas à se tourner vers des organismes comme Abab pour ce type de solution. Ça s'accompagnera également probablement d'opérations de cession et de transition. Là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous orientera avec le plus grand, déontologie possible vers les différentes solutions existantes. Je vous propose que Damien, on puisse répondre à un certain nombre de questions. J'ai vu que certaines avaient obtenu une réponse en direct. Je te laisse la parole, Damien, pour exploiter les questions. Oui, comme le disait Nicolas, les questions portaient beaucoup en fait sur des sujets de contact et les réponses ont été apportées au fil du chat en fait. Donc j'imagine que vous avez pu comme ça prendre tous les contacts. Et évidemment, comme le disait Philippe à l'instant, on est également à votre disposition, nous NAPF, pour vous aiguiller vers les différents contacts.
Voilà, sachez que de façon confidentielle, on essaye d'établir de façon aussi exhaustive et à jour que possible une liste de l'ensemble des opérateurs fonds privés ou autres qui interviennent en région. Et donc, notre rôle, évidemment, n'est pas de faire la publicité de l'un ou l'autre, mais si en fonction de tel ou tel cas, on peut vous orienter, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, si je n'ai pas d'autres questions pour respecter les timings, à moins que quelqu'un d'autre veuille intervenir, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, l'ensemble de cette présentation vous sera adressé, pas seulement à titre exceptionnel et compte tenu de l'importance du sujet aux membres de NAPF, mais à l'ensemble des participants. Merci à nos intervenants de ces présentations, qui j'espère étaient aussi claires qu'on pouvait l'espérer. Merci à vous tous de votre présence, malgré ces circonstances un peu compliquées. Et puis, il me semble juste que Philippe, que quelqu'un a essayé de lever la main, donc qui souhaiterait peut-être poser une question autrement que par le chat. Merci Damien, Antoine Puget, Ciparex. Antoine, Ciparex. J'ai fait une fausse manip, mais c'est pas grave. Ça me donne l'occasion simplement, en tout cas, de remercier Jean-Paul Monin pour son intervention et ses explications. Et si des chefs d'entreprise souhaitent effectivement qu'on revienne vers eux sur des sujets qui les concernent directement, qu'ils n'hésitent pas surtout à prendre simplement contact avec nous. Voilà. Merci pour cette réunion. Merci Antoine. Merci à toutes et à tous. Et puis, tous mes voeux pour que ces dispositifs nous permettent de renforcer la résilience de nos entreprises régionales, comme l'évoquait Hassiba Kabesh dans son introduction. Très bonne journée à tous et bon week-end et merci encore. Et les intervenants peuvent rester en ligne pour un petit débrief.